Et vous êtes toujours à l'écoute de Quoi Maroc sur CKVL 100.1 FM. Ce soir, place à la culture. On a notre invité, Monsieur Kamel Benkiren. Monsieur Kamel Benkiren, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kamel Benkiren, vous êtes écrivain, poète et éditeur, et vous êtes auteur de 5 livres. Ça, c'est juste pour les réalisations, votre... Oui, je suis auteur de 5 livres, exactement. Ok. Et en plus, vous êtes membre de l'Alliance des professeurs de Montréal et directeur général de c'est une association de E-Passerelle. Tout d'abord, c'est qui Monsieur Kamal Benkiren? Alors, Kamel Benkiren, auteur, éditeur, poète, bon, j'écris depuis mon jeune âge. Alors, j'enseigne aussi comme prof au secondaire comme membre de l'Alliance des professeurs de Montréal. Donc, je suis auteur aussi de 5 livres. Et comme j'aime beaucoup la culture et la littérature en général, donc je suis fondateur de l'organisme Passerelle, qui est un organisme qui s'occupe de l'organisation des rencontres culturelles et littéraires. C'est un organisme avec lequel on a commencé au niveau de l'édition électronique, puisqu'on éditait donc des auteurs issus de la relève et la littérature du Maghreb en général. Puis après, on a vu que il y avait un manque de rencontres culturelles qu'on pourrait organiser. Il y avait comme un vide. Alors, on a viré un petit peu vers cela, sans oublier l'édition électronique, et puis on s'est mis donc à organiser des rencontres un peu partout. Et le tout dernier projet qu'on mandate avec Mohamed Stri, c'est les mille et une soirées littéraires. Ça, c'est très important, oui. Voilà, exactement. Alors, donc, voilà un peu en général. Ok. Vous avez écrit cinq ouvrages. Les ormes Diaphane, j'ai pas bien écrit ça, du c'est diaphane. correct. Dans la chair du cri, Feuillet de l'aube, culture de la masculinité et Et décrochage. décrochage scolaire des garçons au Québec. Chacun, ce que je vois, chacun a il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de point commun entre les 5 ouvrages. Exactement. Et alors, bon, chacun est particulier. D'abord, on parle des 3 recueils de poèmes. Les Ormes diaphanes, Dans la chair du cri et Feuillet de l'aube. Ce sont des poèmes qui sont des recueils qui sont écrits ici. Le premier est publié au Québec, les deux sont publiés en France. Bon, les sujets se ressemblent en quelque sorte, mais on parle tout le temps de l'exil, des valeurs humaines qui sont de plus en plus perdues. Donc, je pense que la poésie permet de s'exprimer à ce niveau. L'autre, c'est un essai au niveau de l'éducation, c'est décrochage scolaire des garçons, tout ce qui a rapport avec l'absentéisme, donc ça fait partie de mon domaine. Et donc, puis c'est un travail assez approfondi que j'ai décidé de publier, donc sur le décrochage scolaire qui est un fléau très présent ici au Québec parce que on voit qu'il y a une culture de la masculinité versus le verbe. Dans le titre métaphorique, parle plutôt du cheminement d'une famille et l'un de leurs fils va On être... va parler tout à l'heure exactement, parfait. parce que D'accord. moi aussi, ça me tire un petit peu le titre que vous avez donné à votre livre. Mais je voudrais revenir sur les quatre livres. Et c'est qui vous a marqué le plus dans ces ouvrages? Parce que je pense que vous avez changé de tendance dans chaque ouvrage. Ben, le premier, je me rappelle par exemple, le premier, je l'ai écrit à Parc-la-Fontaine. Je vous dis ça juste en parenthèse. C'était à Parc-la-Fontaine, j'habitais là-bas sur la rue Rachel et il pleuvait. Alors la moitié de ce recueil, je l'ai écrit là-bas. Ça m'a marqué, je m'en rappelle bien. Et il y avait des petites expériences, puis des poèmes qui datent du Maroc avec des poèmes d'ici. Et puis bon, surtout, il y avait la rencontre avec un éditeur ici au Québec qui est devenu un ami. Et je l'ai publié, donc c'est le premier. Bon, le deuxième, Dans la chair du Christ, c'est un recueil donc, avec qui j'ai pu concourir en France et ça m'a permis aussi de connaître mon éditeur belge qui est d'origine belge. Alors, je travaille avec lui. Feuillet de l'aube. Donc, Feuillet de l'aube, c'est un de mes derniers. Donc, il regroupe quelques textes du Maroc que j'ai fusionné avec quelques textes ici. J'en ai fait un recueil. Mais l'autre, comme je vous ai dit, donc, c'est un essai carrément qui fait partie du domaine de l'éducation. Mais je pense que le premier est toujours marquant. Le Oui, bien premier, sûr. le premier est toujours Comprenez. marquant parce qu'il vous projette vers ce qui s'en vient. Et vous avez aussi la possibilité donc ou bien de rester dans la bonne ou dans la même trajectoire ou bien de changer. Alors
pour moi, je me suis dit que peut-être c'est plus la poésie que le roman, mais finalement, je me suis laissé attraper par le roman à la fin. Et si je vous dis que à choisir entre poésie et roman, où est-ce que vous vous sentez le plus? J'ai commencé par la poésie, mais vous savez, je voulais être romancier. Moi, c'est comme Yasmina Khadra qui voulait être poète, mais il est devenu romancier. Moi, c'est le contraire. Je voulais être romancier, mais j'ai commencé par la poésie. Mais comme je vous dis, je me suis projeté après vers le roman parce que, avec la poésie, parce que dans le roman, il y a tout. Vous savez, il y a le théâtre, il y a la poésie. Et justement, dans cette expérience d'écriture du roman, j'ai tout retrouvé. Alors moi, normalement, originellement, je suis dans la poésie parce que j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine avec beaucoup, beaucoup de projets ici au niveau de l'interculturalité. Et je pense que le roman aussi, j'écrivais aussi du théâtre, mais le roman, comme je vous dis, on ne peut pas écrire du roman sans la poésie. Mhm. Donc les romanciers, généralement, ils ont commencé par la poésie. Ok. Puis ceux qui ont choisi la poésie, c'est qu'ils sont foncièrement poètes et qu'ils ont choisi d'être poètes sans être romanciers. Donc ça, c'est des choix aussi. Et c'est ce qui vous a mené à écrire toujours dans un roman que vous avez intitulé J'ai tué l'hiver. Là, vous déclarez que vous êtes coupable d'avoir commis un meurtre. Oui, oui, on m'a Comment vous accusé. avez commis votre meurtre là? Oui, oui, on m'a accusé de meurtre. On m'a même dit que j'avais retardé l'hiver à cause de cette tuerie. Eh ben, j'ai entendu toutes sortes de choses, c'est métaphorique. Mais j'ai tué l'hiver, vous savez, juste ce titre, ça m'a pris 6 mois pour le trouver. Sujet, verbe, complément, c'est pas. Alors, c'est du passé composé. Ça raconte l'histoire du cheminement d'une famille qui ont décidé de changer de vie, se sont retrouvés au Québec, puis l'un de leurs fils va être écroué carrément en prison à cause qu'on a douté de lui qu'il va commettre un attentat terroriste et il a été arrêté en vertu du certificat de sécurité qui a été jugé anticonstitutionnel dans la Charte des droits et libertés au Canada. Alors, et J'ai tué l'hiver, c'est la réplique. C'est la réplique d'un des personnages principaux qui est Adam, qui a dit que ses veines sont désormais comme tannées par l'hiver. Et il a dit à la fin, j'ai tué l'hiver. C'est comme un défi qu'il lance. Quand on tue quelque chose, on s'en libère. Il a Et on relevé le avance. défi, oui. Il a relevé les défis. Quand tu tues quelque chose, c'est peut-être que tu exorcises un mal à l'intérieur. Tu essaies d'avancer. Donc d'avancer pour pouvoir peut-être continuer. Même quand on voit les meurtriers, pour la plupart, c'est des gens qui sont déréglés, hein. Mais ici, la tuerie, c'est d'un autre genre. C'est comme j'ai lancé un défi. Et l'hiver, ici, on sait qu'au Canada, l'hiver est très dur. Donc, tuer l'hiver, on n'a pas l'habitude de tuer quelque chose qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher. Tu tues l'être humain ou tu prends un verre et tu l'écrases. Mais donc, c'est métaphorique pour dire que, bon, pourquoi pas, on s'attaquerait à une saison et qu'on commet un meurtre à ce niveau et que ce meurtre voudrait dire tout simplement lancer un défi et puis aller de l'avant, peut-être avec les objectifs qu'il a, à savoir revendiquer sa propre liberté après. Ok, mais vous parlez de Adam qui est issu d'une famille immigrante. Mhm. Donc ça vous a inspiré, c'est une inspiration d'une réalité ou bien c'est juste des faits recueillis par la réalité vécue ici au Québec plutôt? C'est sûr une réalité vécue. On n'oubliera pas que les 10 années de Harper, on a vu des choses extraordinaires. Puis il a fait une extraordinaire alliance avec George Bush. Et puis il y a eu des lois comme cette loi sur le certificat de sécurité où donc si on doute sur quelqu'un et puis on le prend, on l'emmène et puis c'est tout. Et on l'accuse et on ne donne pas les preuves de l'accusation. Alors, donc c'est peut-être ça. Donc, bien sûr qu'il y a une inspiration directe, d'autant plus qu'on a au moins 3 Maghrébins qui ont été accusés par ce certificat de sécurité. On a Adi Sharqawi, on a un autre Algérien, un monsieur soudanais, peut-être je ne retiens pas leur nom. Beaucoup de cas, oui. Oui, et donc ça ne pouvait pas ne pas m'interpeller parce que je me suis dit, dans le fond, et si ça arrive à nos enfants? À nos Exactement. adolescents, peut-être s'ils partent un jour et puis on doute juste un simple doute, et puis bon, là, vous êtes arrêté en vertu d'une loi sur le certificat de sécurité, vous êtes tenu de garder le silence et puis vous ne savez pas de quoi vous êtes accusé. Alors là, on revient à 1984 de George Orwell, ce livre où Big Brother, qui était un policier autoritaire, il doutait de tout le monde et il voulait même changer le monde à sa façon pour que le monde soit à sa portée. Donc, c'est un peu ça. Et nous, en tant que communauté musulmane, arabo-musulmane au Québec, donc je ne pouvais pas rester indifférent à ça. Et puis, ça m'a interpellé. Et puis, avec tout ce qu'on vit, peut-être comme stigmatisation indirecte, donc il fallait parler de ça parce que les gens ils regardent et on
On est parfois individualiste, on dit bon, ça arrive aux autres, mais à un moment donné, il faut dénoncer, il ne faut pas se taire. Et comment vous avez su, au cours de votre narration, est-ce que vous avez essayé de sortir du livre après la tuerie, c'est-à-dire après le meurtre? Comment ça a été par des conseils, par de sortir, d'épingler Adam du noir? Ben, c'est-à-dire que d'après le livre, on a déjà le contraste entre le noir et le blanc. On a la petite fenêtre. Donc la petite fenêtre, il rentre des rayons de soleil, il rentre aussi de la neige. Et donc cette neige, il y a des bandes passantes blanches. Elle tombe dans sa cellule où il va être emprisonné. Et on voit qu'il y a un parcours. Mais donc dans ce contraste noir et blanc, on parle d'un jeune homme spontané. Donc sa spontanéité va lui jouer des tours et on va douter de lui. Il va se retrouver en prison. Et puis toute l'histoire, c'est imaginé. Hmm. C'est une fiction, on parle d'une fiction. Et à travers la fiction, on peut se permettre des libertés. Alors je l'ai mis, donc l'auteur ou l'écrivain, le jeu là, je l'ai mis complètement dans une cellule, mais il va y avoir la solidarité parce que les familles originaires du Maghreb, normalement, ils sont connus, caractérisés par ce sens de la solidarité qui est extraordinaire. On va devoir payer pour lui donc une amende, l'amende stipulée par le juge. Il va donc sortir, mais il va continuer. Il va continuer. Et c'est là où il va dire que bon, j'ai tué l'hiver et puis je ne renoncerai pas. Donc c'est ça la métaphore. Alors donc dans l'imagination, bien sûr dans le livre, il va y avoir il y a des histoires à l'intérieur d'histoires, une histoire d'amour, comme il y a son passé qui va le suivre. Peut-être bien, je me suis dit, ça c'est pas une prétention, je me suis dit que si on va le lire, peut-être certaines familles au Maroc peuvent se retrouver là-dessus parce qu'au Canada, il y a des gens qui ont laissé beaucoup de choses et ils sont venus pour chercher le bonheur, Oui, oui. pour chercher une nouvelle vie. Alors, c'est peut-être ça qui m'a motivé de l'écrire. Donc, un cheminement. Il monte dans l'avion, il ferme les yeux, il raconte l'histoire. Puis, lorsque l'avion arrive de Montréal à Casablanca, il descend et l'histoire continue pour qu'on puisse aboutir à la fin. Et j'ai essayé aussi de faire participer le lecteur à la fin. Donc, c'est toujours une fin où il y a de l'espoir, hein. Il faut. Et parlons de l'espoir. Y aura-t-il une suite à ce roman? C'est-à-dire qui prendra la suite Une, de une, cette histoire? une édition revue, augmentée, ça se peut. Il va y avoir une suite, mais je dirais même plus. Je travaille sérieusement avec des gens, peut-être au Québec. Il y a une première proposition. Je pense qu'elle est sérieuse au niveau d'une adaptation visuelle, au niveau du cinéma. Donc le cinéma d'auteur me tente beaucoup. Alors le cinéma d'auteur, donc c'est-à-dire qu'un roman, lorsqu'il se scénarise, alors on le propose, donc ça prend juste une boîte de production et ça prend un metteur en scène. Donc vous engagez du monde, ou bien en le vend carrément avec un contrat bien ficelé. Mais une adaptation visuelle serait très intéressante et je travaille sur ça. Bien entendu, aussi dans le scénario, on peut se permettre des libertés d'ajouter certaines choses. Mais d'abord, la première priorité, c'est ça. Et Inch'Allah, je pense que on parlera d'une deuxième édition, mais quand, je ne sais pas. Est-ce que cela veut dire que Kamel Mkeren va changer l'écriture par le cinéma, par le visuel? Non, moi, foncièrement, c'est la littérature. Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas de problème d'apprendre certaines choses et de s'ouvrir sur ce qui s'en vient. Et puis, c'est toujours intéressant de mettre en image ce qu'on écrit. Ben, vous savez, Daniel Laferrière, lorsqu'il a écrit son premier roman, il l'a produit, scénarisé, fait lui-même. Peut-être que j'essaie de faire comme lui, mais je trouve, peut-être les gens qui l'ont lu m'ont fait la remarque. Ils m'ont dit, regarde, quand on le lit, on voit des images. Mhm. Donc, au fur et à mesure que tu lis le roman, tu as Oui. des images qui défilent. Alors, pourquoi pas tenter ça? Donc, il y a une proposition. Ça va prendre du temps, mais il faut faire les choses de manière excellente. Mais moi, c'est sûr, je reste dans la littérature, mais je reste ouvert aussi à tout ce qui est écriture visuelle et médias. Votre prochaine inspiration en littérature? Ben, il y a un roman en vue. Il y a un roman en vue. Donc, je suis en train d'attendre une bourse de Conseil des Arts et des Lettres du Canada. Puis, il y a aussi un recueil de poèmes dont le titre, c'est Nul n'est prophète dans sa lune. Nul n'est prophète dans sa lune, qui est fini. Donc, j'attends juste de voir. Donc, il y a beaucoup de projets. Mais surtout, le roman me tente aussi. C'est tout un autre sujet donc, qui parle surtout de l'interculturalisme ici. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me tente plus, c'est les cheminements des gens. Quand on vit dans une atmosphère de diversité culturelle, il y a des choses, je remarque certaines choses, il faudrait les mettre. Mais ce qui m'inspire plus, c'est les difficultés que nous autres, arabo-musulmans, on vit. Ok. Moi, ça me tente beaucoup de parler de ça et de travailler une histoire à l'intérieur d'une histoire pour pouvoir
pour pouvoir donc avancer dans la création. Donc, quand vous organisez des rencontres d'études, des rencontres de discussion, comme la dernière, la semaine passée, le genre dédicace de votre livre J'ai tué l'hiver, Hmm. est-ce que vous remarquez dans l'assistance que votre livre a eu vraiment ce qu'il méritait? Sincèrement, oui. Je Il y a parle des pas gens, juste de notre communauté, mais je parle juste vraiment de votre généralement. entourage généralement. Ben, je vais vous dire, lorsqu'il est apparu, le premier mois, deuxième mois, il y a des gens qui l'ont lu à Toronto, ils m'ont invité. Alors, j'ai été invité à Toronto par une association, une belle association, Argana. Argana. Argana, alors j'étais invité avec Houda Rihani, l'actrice, et puis on est parti. Et puis, vous savez, à Toronto, il y a une belle communauté juive marocaine, là. On l'oublie pas. Alors, ils l'ont lu, ils ont été. Bon, moi, ça fait plaisir quand il y a des gens qui vous disent, ah, j'ai aimé tout ça. Parce que, bon, d'écrire, d'abord, c'est d'être lu. Bon, pas forcément d'être apprécié, mais si on le lit et si on prend le message et on assimile le message, on le comprend ce message, c'est qu'il y a déjà un objectif d'atteint. Donc la suite s'en viendra. Puis après, il y avait eu, avant Montréal, il y avait eu une rencontre aussi à Ottawa. À Québec aussi, j'en ai parlé, brièvement, mais pas. Mais bon, il y a une première remarque que bon, il y a des gens qui ont apprécié, qui attendaient qui attendaient ce genre de sujet. Il n'est pratiquement pas abordé au sein de la communauté, peut-être par peur, peut-être les gens, peut-être ils se reconnaissent pas ils se reconnaissent en autre chose. Ok. Donc pour moi, c'était un objectif et c'est fait. On pourrait dire que vous avez écrit juste sur je pourrais dire les fléaux ou bien les choses qui sont tirées vraiment du vécu quotidien. Est-ce que ça ne vous a pas tenté d'écrire un petit peu sur tendances politiques, tendances relationnelles internationales pendant... Ah, ça c'est très intéressant, bien sûr, ça m'a tenté. Bon, j'ai un livre déjà sur l'éducation, puis sur la politique, ça s'en vient. Déjà dans ce livre, il y a beaucoup de politique. J'interpelle sur le règne des conservateurs ou des évangélistes dont on parle jamais, par exemple. J'interpelle sur la question palestinienne. Il y a des gens, par exemple, je vous donne juste un exemple, il y a des gens qui m'ont posé la question pourquoi les Arabes dorment toujours après Ah, leur chute du 15e. J'ai fait des études approfondies. Il y a il y a une discussion entre Anis et donc une de leurs amies québécoises. Il va leur expliquer ça par du discours. C'est pour ça que le scénario serait intéressant. Bien sûr, il y a de la politique et bien sûr, il va y avoir... parce que quand on aborde quelque chose de la réalité, c'est impossible que la politique n'y soit pas. C'est impossible. Donc, quand vous voyez quelque chose du vécu, c'est que quelque part, il y a une communauté qui est mineure, qui est en faiblesse, qui est à risque par rapport à d'autres communautés. Peut-être parce qu'il y a aussi, de la part du gouvernement, certaines politiques qui ne sont pas, je veux dire, favorables ou ok. qui ne favorisent pas peut-être certaines communautés par rapport à d'autres. Donc là, il y a de la politique aussi. Donc, si je vous demande de m'évaluer un petit peu le statut culturel de la communauté, je dirais pas marocaine, mais je dirais maghrébine, dans laquelle vous êtes si attaché. Ah, c'est une très bonne question. Écoute, le statut culturel, je vais vous dire, par exemple, quand je compare, il m'arrive par exemple au Festival du monde arabe, je participe beaucoup. Je vous dirais par exemple, juste si vous permettez, les Libanais, ils sont très bien organisés. Dans quelle sorte? Les Algériens, il y a une diaspora algérienne où on a par exemple, pour ce qui est des écrivains, au moins une quinzaine. Au moins Ok. une quinzaine, 12, 13, 14, parce qu'avec la décennie noire en Algérie. Au Maroc, il y a Rachid El-Mofaddal, il y a Majid Blel, il y a des gens qui sont. On avait essayé de les regrouper. On a fait regroupement des auteurs canado-marocains en 2013. On a fait 14 rencontres au Centre culturel marocain. On a essayé de le regrouper en étant qu'on est juste 6 ou 7 ou 8. Il y a Najib Redouane à Toronto, il y a Boubacar Siddiq à Nouveau-Brunswick. Donc le volet culturel ne permet pas de regrouper ces gens, mais il y avait cette structure. Mais cela dit, en général, pour revenir à la question, je pense que la communauté mériterait mieux de se pencher à la culture parce qu'on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient que la culture ou les gens de culture sont des porte-parole de l'identité d'un peuple. Mhm. Les gens qui parlent de culture, ils parlent de l'identité d'un peuple, ils essaient de promouvoir ça. Que ce soit avec la littérature, la musique, le sport, tout. Chacun à sa manière. Donc la prise de conscience, elle n'est pas réelle, elle n'est pas pertinente. On sait pas. À chaque fois qu'il s'agit d'organiser quelque chose, bon, on commence par la politique, bien sûr. On ramène tout le temps des élus Mhm. qui se goinfrent avec des petits pains. La culture, on la confond parfois avec la politique.
Il y a des gens qui organisent des journées de culture, alors qu'au lieu d'inviter le ministre de la Culture, on invite le ministre de l'Immigration. Mais on dit que c'est la masse culturelle qui a immigré au Canada. Mais exactement, il y a une masse culturelle, mais la masse culturelle s'est rendue compte d'une flagellation de la communauté marocaine, on s'est dispersé, ils sont partis. Ils sont pris par les... Et oui, par les occupations de n'importe chaque jour, ils sont dégoûtés. J'ai parlé avec beaucoup de personnes à ce niveau, et parce que la place de la culture dans la communauté elle n'est pas assez valorisée. Je vous donne un exemple. Quand on va, par exemple, quand on organise les fêtes du trône, ça c'est bien, c'est très rassembleur. Mais imaginez qu'on invite à chaque fois la même chanteuse et le même comédien. Ça devient marrant. Ben écoutez, à un moment donné, imaginez que la même chanteuse n'a rien fait pour la communauté et on ramène l'ambassadrice et elle lui donne un prix. Puis, il n'y a ni intellectuels, ni blogueurs, ni sportifs, ni les musiciens, bien sûr, ils sont là. Moi, je n'ai rien contre ces chanteurs. Moi, je les apprécie, j'aime leur art, mais il y a un problème de vision. Okay. On ne sait pas. Il y a une méconnaissance du fait culturel qui fait qu'on muselle, on censure les gens qui sont porte-parole d'une certaine pensée relative au migratoire, à l'exil, à l'écrit. On donne juste l'occasion à certains arrivistes, à des personnes qui connaissent rien et qui parlent du mot culture. Parce que quand on parle du mot culture, il faut savoir de ce qu'on dit là. Donc vous avez sur votre épaule cette responsabilité, vous avez ce flambeau-là de bien l'acheminer à sa place. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait que la culture prenne bien sa place ici, c'est-à-dire que les gens de la culture qui sont issus de l'immigration peuvent vraiment instaurer leur statut. Ce qui n'a pas été fait, c'est que d'abord, il faudrait qu'il y ait une grande structure fédérative des Marocains du Canada. Cette structure, elle pourrait donner à la culture tout. Par exemple, avant, il y avait le Congrès des Marocains du Canada, il a complètement échoué. La Fédération marocaine du Canada, elle a complètement échoué. Donc d'abord, ça prend une structure fédérative, une grande structure fédérative qui va donner à chaque volet, le politique, l'économique et le culturel, à chaque volet, avec des membres qui savent de quoi ils parlent, ils vont lui donner de l'intérêt. Ça d'une part. D'autre part, les prises d'initiative. Il y a un manque d'initiative. On manque d'initiative. Les gens sont comme, vous savez, quelqu'un il préfère aller travailler que de prendre le flambeau voilà. et d'aller, par exemple, créer un organisme culturel. On n'a pas d'organisme culturel. Presque pas, si je ne m'abuse, presque pas. C'est juste, on essaie de booster. Et le problème, c'est que quand on n'a pas d'organisme culturel, on s'en va vers l'interculturel, on travaille avec les communautés. Et donc, quand ce vide est là, alors, ça laisse donc les dérives. Et maintenant, on a le Centre culturel marocain à Montréal. Bon, c'est une bonne chose, mais il reste encore des choses à faire. Il reste encore des choses à faire parce qu'un centre culturel, ça prend des gens connaisseurs du fait culturel, ça prend des employés. Moi, je les encourage, je leur souhaite bonne chance, mais encore, il faut être à jour qu'il faudrait faire en sorte à ce que le drapeau du Maroc, qu'on puisse le hisser, pas juste dans les centres culturels, mais au milieu des nations. Bien sûr. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que le drapeau du Maroc, on va le hisser juste le jour de la fête du trône de El Hadj. Non. Il faudrait qu'on puisse avoir une place au milieu des communautés parce que j'ai travaillé beaucoup avec les communautés. Et ils viennent nous dire ça. On ne vous voit pas, vous beaucoup, les Marocains. Ils ne savent même pas qu'il y a un centre culturel. Ok. Vous voyez, c'est assez délicat, c'est assez complexe. Il y a plusieurs raisons. Je pense vous avoir dit les plus majeures. Mais donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience de ça, que les gens se retroussent les manches. Ils se mettent à travailler, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est non seulement la responsabilité du Centre culturel marocain, mais c'est la responsabilité aussi des gens de la culture, puis des autres gens, associations, quoi que ce soit leurs objectifs et tout ça. Tout à fait. Ces gens devraient être conscients qu'il faudrait qu'ils fassent des initiatives rassembleurs, pas juste entre Marocains. Il faut sortir de l'isolement. Il faut sortir. Hier, j'étais dans une conférence à Musée des Beaux-Arts où, Vision Diversité, ils ont rassemblé toute la diversité. Je vous donne juste cet exemple, moi, qui m'a interpellé profondément. Il y avait toute la diversité montréalaise des gens porteurs de projets ou des directeurs d'organismes. Je vous jure qu'il n'y avait même pas un directeur d'organisme arabe. Il n'y en avait pas. Des Haïtiens, beaucoup de Latinos, des Français, des Italiens. Il y avait juste un seul originaire de l'Algérie, c'est Béchir Ben Sadr, je pense, qui est le cinéaste, mais... Des organismes culturels où tu sens la culture, tu travailles avec, qui se reconnaît, il n'y en avait pas. Bon, nous, on représentait Passerelle, mais juste cet exemple, voyez-vous, c'est quand même assez interpellant. On est absent.
Vous ne pensez pas ça, je vais reprendre votre dernier mot, l'absence, Oui. l'absence de la culture. Et vous n'imaginez pas que ça pourrait avoir un impact sur l'avenir de nos enfants, les enfants issus de l'immigration? Tout à fait, c'est les générations qui vont payer parce que remarquez que par exemple les enfants vous demandent est-ce qu'il y a des danseurs, des auteurs ici, est-ce qu'il y a des musiciens qu'on peut ramène-moi. Bon, mes enfants me le disent. Est-ce qu'on peut reconnaître des gens par exemple du Maroc qui font des contes? Ma Mhm. fille me l'a dit une fois. Une conteuse marocaine, j'aimerais l'entendre avec l'arabe. Donc, quand vous lui dites non, ou quand vous remarquez, par exemple, à titre de conteuse arabe marocaine, il y avait Myriam Yamani qui a complètement déserté la communauté marocaine. Grande amie. Ok. Myriam Yamani, c'est une conteuse marocaine extraordinaire que j'avais connue. Elle n'est plus là. Alors, écoutez, peut-être parce qu'il y a des paramètres de comportement, une question de reconnaissance, il n'y a pas un intérêt. Malheureusement, les consulats et les ambassades n'ont pas les moyens pour pouvoir subventionner ou donner ou pousser le fait culturel parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et les enfants, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur donne le camping pour l'été. Puis ils n'ont pas le choix entre la bibliothèque du quartier ou bien donc le parc. Donc c'est pour ça que peut-être le rôle du centre culturel, souhaitons-le prochainement, que ça soit à ce niveau, et puis qu'on puisse trouver des moyens. Il y a des personnes, je vous donne juste un exemple. Il y a un monsieur qui travaille très bien, Khalid Fenseb. Il fait de la littérature jeunesse. Celui qui a une association pour les enfants et tout ça. Tout à fait, il Oui, est oui, oui, complètement oui, 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 découragé. oui. Écoute, je l'encourage tout le temps. Il a disparu de la scène. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Donc, ce genre de détails, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on le dise dans les limites de la cordialité avec franchise. Il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on établisse un constat. Puis après, il faut trouver une solution. Vous n'avez pas essayé d'organiser des ateliers d'écriture pour Ah, on les, l'a pour les fait. enfants? On l'a fait. Je l'ai fait de manière personnelle aux bibliothèques de Montréal-Nord, mon quartier que j'affectionne beaucoup. J'ai fait à la bibliothèque Henri Bourassa, je l'ai fait à la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire, avec laquelle j'ai travaillé beaucoup, comme auteur, comme Et vous aviez participant. senti que ça marchait? On a senti que ça marche. Remarquez que j'ai été juste, par exemple, parmi les premiers qui ont organisé le Festival du Maroc, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Les enfants étaient ce jour-là vraiment Très 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 passionné. contents d'assister parce qu'il y avait le henna, le henné, Oui, oui. il y avait des bijoux marocains, il y avait la culture. Écoute, nous avons la diversité, une magnifique diversité de Oui, culture. oui, oui. Berbère, les rifis, des caftans. Bon, ça c'était bien. Alors les enfants font ça. Donc peut-être qu'il y a le rôle de tout. On va pas focuser juste sur le centre culturel, mais il y a une prise de conscience de tout le monde. C'est une responsabilité partagée, Collectif, c'est voilà. ça. Je vous remercie, Si Kamal. Un dernier Merci mot beaucoup. avant de finir cette première partie. Écoute, merci beaucoup pour cette invitation. CKVL, j'ai entendu parler. Je vous souhaite une très bonne continuation. Puis, bon, il y a beaucoup de choses à dire, vous savez. Au niveau de la communauté, on n'en finira pas. Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir une critique constructive. C'est juste par amour pour la patrie. Depuis des années qu'on est bénévole. Alors, bon, le mieux, c'est de dire les choses clairement, avec de la bonne foi, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la critique. Et puis continuer d'écrire, et puis continuer de militer, de dire les choses clairement, avec transparence surtout. On va continuer avec Si Kamal Benkeiran pour le deuxième volet. Un autre sujet très intéressant. Reste à l'écoute. Monsieur Kamal, vous êtes écrivain, poète et éditeur, auteur de 5 livres, membre de l'Alliance des professeurs de Montréal et directeur général de Haut Passerelle. Merci, Monsieur Kamal, et Merci. à la seconde partie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Coin Maroc sur CKVL 100.1 FM. Et toujours avec mon invité, Monsieur Kamal Benkeiran, que je remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir répondu oui à notre invitation. Avec plaisir. Sincèrement, mon deuxième volet de cette partie de votre visite, je vais la focuser sur une petite publication qu'a publiée notre ami Ismail Harakat sur les bons et mauvais organes médiatiques communautaires ici, que M. Kamal Benkeiran a écrit ça, dans laquelle vous faites un appel aux médias communautaires ou bien vous reprochez quoi que ce soit. Donc, moi, je suis là, j'ai répondu à votre appel.
Je vais pas dire que je vais prendre la défense de tout organe, mais puisque j'en fais partie, donc je me permettrai de répondre à quelques questions. Et encore une fois, parce que c'est un sujet qui me tient cher au cœur, qui me tient beaucoup, sur lequel j'ai fait beaucoup d'introductions et aussi j'ai fait des débats dans une chaîne dans laquelle j'étais. C'était dans mes prévisions d'avoir un sujet comme ça. Donc, vous avez écrit sur les médias communautaires. Ma première question serait, qu'est-ce que vous reprochez à ces médias communautaires? Bon, généralement, les médias communautaires, ils font un bon travail. Ça, c'est la première des choses. Parce que le fait déjà de s'investir, d'investir son temps et puis d'aller couvrir des événements et d'écrire et de venir le soir jusqu'à 10 heures, ça, c'est bien. Moi, ce que je pense, c'est que il faudrait juste qu'il y ait un minimum de professionnalisme et de déontologie journalistique dans la pratique de ça. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sans connaissance du domaine. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand on n'est pas expert dans le domaine et qu'on se lance, bon, peut-être on se lance parce qu'on veut apprendre. Bon, ça, c'est pas aussi grave, mais quand même, quand on se lance dans un domaine, au moins qu'on sache qu'est-ce que c'est que le travail journalistique. Il y a une éthique, il y a une charte, il y a une déontologie, il y a la façon de procéder, de poser, et surtout, il y a une conscience professionnelle. Et donc, ce qui est remarqué ici, moi je ne vais pas citer des noms, j'ai du Non, respect on ne partout parce cite que pas les noms. j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai travaillé avec tout le monde. Généralement, pour répondre à ta question, ce que je remarque, c'est il y a des gens qui ont utilisé les médias communautaires pour arriver à certaines fins À des intérêts personnels. et des intérêts personnels. Ok. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est grave parce que à ce moment-là, quand on fait quelque chose pour arriver à des fins personnelles, puis les gens qui travaillent avec toi, tu les considères pas, et puis tu te trouves à chaque fois dans les premières classes de la rame. Et bon, ça m'est arrivé de voir certaines journalistes que je ne nommerai pas au Maroc, à Casablanca ici, avec des gens du ministère des Marocains du Monde, CCME, dans des bars. Donc vous savez, donc c'est des discussions cachées. Donc ils sont en train de coopter leur place pour avoir des privilèges et des avantages. Ça, c'est clair. On n'a pas à faire donc des recherches à ce niveau. Et ça, est-ce qu'on trouve ça ici au Québec? Non. Est-ce qu'on trouve ça dans d'autres... Non. Donc, c'est-à-dire que le travail journalistique, un journaliste communautaire, à mon avis, devrait d'abord s'occuper parmi ses premières tâches, c'est de non seulement transmettre l'information, mais c'est d'aider à comprendre l'information, de la transmettre et les gens vont savoir qu'il y a une éthique chez cette personne, il y a une culture, etc. Donc c'est ça. Moi, ce qui me paraît, c'est qu'il y a un certain opportunisme dans ce domaine qui doit être dit parce qu'on a peur de le dire. Et cet opportunisme, il mène à quoi? Il mène à l'élitisme. Donc, on n'est rien du tout. Puis, à travers les médias communautaires, pour les intérêts, on devient une élite. Donc, un simple journaliste, tu le trouves tout le temps avec des ambassadeurs et pour faire quoi? C'est quoi son intérêt? Moi, je comprends pas. Je comprends pas certaines choses. Il y a des choses qui me paraissent bizarres. Donc, mon travail, c'est de me questionner à travers cet article. C'est de poser la question et de trouver une solution. Normalement, bon, s'il y a certaines personnes qui essaient de dorer leur place, bon, d'accord, mais par quel moyen? Pourquoi? Et il y a d'autres points aussi beaucoup plus compliqués dont on pourrait peut-être parler beaucoup plus tard, comme les forums de journalistes qui ne partagent pas, par exemple, des possibilités d'assister à des forums au Maroc ou dans d'autres pays. Ils les prennent juste pour eux-mêmes. Vous voyez certains points qui sont extrêmement compliqués. Il faut pas continuer dans le silence comme ça. Et si vous vous approchez du responsable ou bien du représentant gouvernemental, vous êtes mon ennemi. Puis si moi je Ben, vous voyez, c'est compliqué, donc c'est très... il y a trop de responsabilités, c'est-à-dire à reprocher dans ces médias communautaires. Sincèrement aussi, mais moi aussi, j'ai mal au cœur quand je parle médias communautaires parce que je vois le message médiatique, le message professionnel n'existe pas. Parce que quand je dis un organe de presse qui ne fait pas la continuité, le suivi de l'actualité, c'est transmettre, c'est transmettre un... Aujourd'hui, on appelle ça la citoyenne, comme le disent les Américains, c'est la presse citoyenne. La presse citoyenne, c'est n'importe qui sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, il peut transmettre un article, mais en attendant une semaine après, c'est vous, dans votre organe de presse, que vous allez publier ça, c'est cuit, c'est déjà cuit. Donc il y a un manque de professionnalisme. Il a fallu, je pense qu'il a fallu un petit peu, la ligne éditoriale exige des compétences
exige des formations, au minimum des initiations à comment gérer son stylo. Oui, donc la ligne éditoriale, d'abord, qu'est-ce qu'elle établit? Elle établit donc une éthique à cet organe. C'est-à-dire, pas le droit de copier, de faire des copier-coller. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Il y a quelque chose, tu vas aller la couvrir avec ta propre caméra et tu ne copies pas la vidéo de quelqu'un d'autre sans sa permission. Et c'est arrivé dans Exactement. certains journaux communautaires qui Exactement. font juste des copier-coller. Et parfois, j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont copié des articles et ils ont mis leur nom. Exactement. Et il y a eu il y a eu bon, ils sont arrivés au tribunal. Donc, bon, ça date de quelques années, mais maintenant. Et puis, il y a certains journaux communautaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les voit, donc, là, on va parler des pays du Maghreb, ben, c'est 70%, 80% de la publicité et 20% de la culture, alors que dans leur ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on trouve comme objectif? 1%. 1%. 1 jusqu'à 5%. Et quel est l'objectif? C'est d'informer, de permettre à la culture et puis le journal, il y a 80% Mais c'est pas un organe médiatique, ça, quand on parle de la publicité, Mais tu 80%. trouves que c'est pour ça qu'on parle d'un certain, donc on utilise un journal pour ses propres intérêts. Donc tu engranges, tu prends toutes ces recettes publicitaires pour en faire quoi? Pour organiser quoi? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a un souci pour les enfants? Est-ce qu'il y a un souci culturel? Est-ce qu'il y a un souci pour ton pays? Donc, je pense que la ligne éditoriale, non seulement elle est intéressante, mais elle doit être claire, elle doit être comme une charte. Mais bien sûr. Parce que je pense que les médias communautaires, c'est un petit peu, hein, c'est moins rigide quand même que par rapport aux médias qui sont principaux, comme au Québec, ou comme où il y a beaucoup de restrictions sur les journalistes. Les journalistes, on les envoie un peu partout. Il y a des assurances sur leur vie. Et puis, donc c'est ça. Alors, malheureusement, cet opportunisme qui mène à l'élitisme, comme je dis, donc il faudrait qu'il soit combattu, il faudrait qu'on le dénonce. Mais surtout, parce que les gens qui travaillent restent à l'ombre et on s'occupe pas de parce qu'ils sont pas plat-ventristes Oui. et parce qu'ils disent pas les choses et parce qu'ils tendent pas la main. Et les gens qui sont spécialistes dans ça, alors Je ils sais arrivent pas, à leur fin. je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais moi, personnellement, j'ai remarqué l'absence de l'actualité, comment, c'est-à-dire être à l'approche, être au secours, au soutien de sa propre communauté. Par exemple, j'ai attendu que, après les attentats de Paris et Saint-Denis, j'ai attendu que un ou deux ou trois ou cinq ou quatre ou je ne sais pas combien ils existent sur la scène, des organes de presse communautaire de traiter, c'est-à-dire de faire éloigner, d'éclaircir un petit peu que l'immigrant n'est pas un kamikaze. C'est-à-dire les Maghrébins issus de l'immigration, bien issus de natifs de l'Europe, c'est pas la même chose ici. On va pas nous coller cette étiquette de terroriste, bien de kamikaze et tout ça. Personne n'a traité le sujet, personne n'a essayé de dire non, on n'est pas ce que vous avez entendu, parce que tous les médias internationaux, ils ont traité le sujet comme quoi tous les immigrants, tout le terrorisme est issu de l'immigration. Ici, aucun organe de presse. Et l'organe officiel de presse ici, de ce pays-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié tout ce qui se disait sur les médias français, il a transporté. J'ai pris l'initiative de parler, de responsabiliser un petit peu les médias communautaires, comme quoi il faut vraiment dépoussiérer un petit peu ce qu'on entend et ce qu'on vit ici. Mais vous savez pourquoi les gens ont peur? Je veux dire, je ne vais pas généraliser, mais certaines personnes qui travaillent dans les médias communautaires, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur Mais pour peur leur de intérêt. quoi? Ils ont Oui. peur pour leur intérêt, tout simplement. S'ils écrivent des choses, bon, il y a des gens, il y a un élu qui va pas payer son espace publicitaire, il y a l'autre qui va pas donner son espace. Donc, ils ont peur de dire quelque chose qui va donc peut-être énerver. Mais vous savez que dans certains journaux, il y a même des ministres qui sont clients. Donc, si ça ne plaît pas, donc vous imaginez qu'il retire $2000 de l'espace publicitaire. C'est pour ça que la question du courage, elle est très importante. L'audace. L'audace est très important. L'audace, c'est l'intégrité et l'honnêteté intellectuelle. Je dis des choses, je suis conscient de ce que je dis, j'assume ce que je dis, mais je n'insulte pas. Je ne fais pas dans l'invective. Je ne fais pas dans la critique qui n'est pas constructive. Donc, le problème, comme vous avez dit, moi aussi je l'ai remarqué, c'est que la peur de pouvoir s'exprimer
peut-être pousse les gens donc à se retirer et donc ils expriment à travers ce silence la peur de perdre donc leurs clients, ça d'une part. Et d'autre part, certains journaux communautaires au Maroc, par exemple, imaginez, ils savent pas garder leurs journalistes. Ils savent pas les garder. Ça se peut qu'il y ait des journalistes, des journaux qui sont subventionnés, mais ils font pas Mais l'effort d'aller chercher des journalistes de qualité. ici même, on va pas le cacher, ici même, je me reprochais trop d'appartenir à ce genre de journaliste communautaire quand j'ai vu la publicité de quelqu'un qui s'est présenté pour la présidence d'un pays, là où mon pays, en conflit avec ce pays, et ton organe de presse a été financé ou bien subventionné. Ça m'a Ouais. fait mal. Oui, Ça fait blesser un petit c'est le peu. conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts. Plus que ça, je dirais que c'est pas du professionnalisme, même pas de l'amateurisme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qui est déontologie. C'est de la neutralité. Le manque de neutralité et le manque d'objectivité. Parce que aussi le traitement de l'information doit respecter tous les parties. Moi, je ramène l'information, je la donne. Si je la ramène, je dois prendre même la permission de celui qui m'a recruté, là, mon employé. Ouais. Quand je la ramène, je me dis je me pose la question, est-ce que je suis neutre? Est-ce que je suis objectif? Est-ce que je suis transparent avec ceux qui travaillent avec moi et ceux qui vont recevoir l'information? On ne se pose pas cette question. On le fait par intérêt. La plupart du temps, ils peuvent. Je vous donne juste un autre exemple. Puisqu'on parle d'un conflit d'intérêt, il suffit que juste un journaliste, je l'ai écrit dans mon article, soit en conflit d'intérêt avec vous. Il ne vous appelle pas pour des entrevues. Ouais. Même si vous atteignez, je ne sais pas moi. C'est très grave, ça. Et ça, c'est très grave. Il suffit juste vous savez, qu'il y ait un conflit, tout simplement. Ouais, ouais. Ou que vos idées, vous avez discuté de certaines idées, pas d'accord avec vous, il peut complètement vous ignorer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'est tout simplement inacceptable et c'est d'une malhonnêteté à toute épreuve. Il y a même le recrutement, au niveau de recrutement des gens de plume. Je trouve que c'est fait en vrac comme ça, c'est-à-dire n'importe qui Juste pour pourrait remplir, avoir. juste pour remplir, parce que ils veulent, ou bien ils n'ont pas de quoi payer, ou bien ils veulent pas payer, les deux. Alors, donc ceux qui ont de quoi payer, ils veulent pas payer parce que peut-être on se respecte pas, on a du mépris envers son propre compatriote, on l'oubliera pas. Parfois, on peut ramener quelqu'un de souche et puis on le paiera comme il faut, et puis l'autre, non, on le paiera pas, et puis comme on dit, permettez-moi l'expression en arabe, qui est cru, bak sahbi. Donc c'est ça. Alors, que voulez-vous? Est-ce que vous avez une bonne relation avec ces organes de presse? Moi, je vous dis que j'ai une bonne relation et ils savent que je les critique directement. Après cet article, j'en doute. Non, je vais vous dire une chose, Mohamed. Je vais vous dire une chose. Je pense qu'ils ont lu et ils savent que je les critique et ils m'ont critiqué et je l'ai accepté et je leur dis en face que je vais continuer à vous critiquer en étant que je vous respecte. Et c'est pas de la critique gratuite. C'est pas de la Bien sûr, critique non, gratuite. pas du Non, tout. non. Vous avez fait de bonnes choses, excellent. Mais il y a certaines choses, juste pour le bien de la communauté, il faudrait les éviter. Il faudrait éviter, par exemple, les passe-droits. Vous donnez juste à... pour la culture, essayer de changer votre vision. Quand vous leur dites ces choses-là, ils n'acceptent pas. Donc, encore une fois, l'opportunisme qui mène à l'élitisme. On devient arrogant, on n'accepte pas les idées qui viennent des gens. Donc, moi, je prends la responsabilité de tout ce que je dis. Je ne retire aucun argument. Je n'ai de problème avec aucune personne. Et je reste une personne intègre et franc. Voilà. Et il y a une certaine reconnaissance des parties gouvernementales de représentation officielle du Maroc, par exemple les consulats et l'ambassade, quand ces établissements-là reconnaissent un organe médiatique, même si celui-ci commet beaucoup d'erreurs, je sais pas, d'amateurisme, je trouve pas le mot pour dire, parce que c'est des collègues, on va pas critiquer tout le monde, mais c'est de la critique constructive. Est-ce que vous ne pensez pas que même la reconnaissance officielle, comme ça leur donne plus d'opportunisme? Ça leur donne plus et ça contribue à ce qu'ils soient une élite et qu'ils soient comme de la crème pour de simples journalistes qui sont normalement... Moi, j'ai pas de mépris. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes et pour tout le monde. Mais aussi le fait, comme je vous dis, c'est l'aplaventrisme. Aller vers celui-là, aller vers l'autre, lécher les bottes. Tu vas vers... puis après,
il rencontre des amis, rencontre des gens du CCME, rencontre des gens du ministère des Marocains du Monde, et puis chacun, il y a une certaine mentalité du bled là, de chez nous. C'est pas chacun pour soi et chacun se respecte et dans un esprit démocratique. Chacun se soucie de l'autre et chacun donc c'est entre amis là. Lui est mon ami, s'il te plaît, prends soin de lui. Vous savez, cette mentalité. Oui, oui, Attention, lui, s'il te plaît, passe-lui ça. C'est des passe-droits, c'est des affaires qui doivent disparaître. bien sûr. Et donc, les gens qui travaillent bien, ils restent. Et malheureusement, c'est ça. Donc, ça se passe souvent au niveau. Parce que les applaventristes commencent par le consulat et l'ambassade, là. On ne l'oublie pas. Exactement ça. C'est la porte d'entrée. Oui, le problème, c'est là, c'est l'erreur, elle est grande, mais elle est partagée entre responsables Oui. et médiateurs. Et parmi les problèmes, je pense que même il y a une petite vue d'infériorité. Par exemple, prenons les médias locaux, canadiens. Quand ils voient qu'il n'y a pas il y a pas de professionnalisme, il n'y a pas d'élitisme, il y a pas, c'est-à-dire de rivalité, si je peux dire, de potentiel dans le média communautaire, il va rester à l'écart. Il va rester. Mais ça, vous savez, ça se trouve même quand on organise des rencontres culturelles et littéraires, ça se trouve que même lorsque vous appelez des médias, ils viennent jamais, les médias québécois. Ils viennent jamais. On a discuté de ça dans une conférence avec des amis, Diversité Artistique Montréal. Ce n'est pas par... c'est juste, ils ont une perception sur les médias communautaires qui est spéciale. Ils pensent que les médias communautaires doivent, normalement, les médias communautaires doivent comme genre s'intégrer, mais on peut pas demander... donc ils ont comme une vision un petit peu réductrice et ils pensent que donc il y a aussi, ne l'oublions pas, les médias ici au Québec, c'est l'arrogance, c'est l'essentialisation, c'est eux qui prennent l'initiative. Vous savez, les médias, ils peuvent faire échouer un président ou le faire réussir, c'est ça. Mais moi, j'avais une fois posé la question à une personne québécoise qui est très bonne ici, qui travaille beaucoup avec les diversités culturelles, Sophie Préjean. Et ce qu'elle a dit, c'est que au niveau des médias, pourquoi les médias au Québec, ils restent un petit peu à l'écart par rapport aux médias communautaires? Parce que ils ont peur du reste du Québec, les régions. Ils ont peur que pour l'audimat, pour les gens qui vont regarder, ils vont dire bon, ils s'intéressent plus aux médias communautaires, ils nous laissent. Non, il nous faudrait quelque chose du Québec, des Québécois, la visibilité québécoise, tout ce qui est. Donc, ils veulent que ça soit toujours une essentialisation au niveau du Québec en général. Et donc, tout ce qui est communautaire reste pour eux comme de la seconde zone. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent pas, c'est pour ça que le réseautage est très important. Et je pense que le réseautage aussi joue un rôle. Donc, mais quand même, au niveau des médias locaux ici, tout de même, quand je dis réseautage, on est dans un esprit démocratique, là. Et même là, dans les studios, des médias canadiens, on voit l'absence de représentants des médias communautaires, par exemple, dans beaucoup d'émissions, on n'invite pas les médias communautaires. Ben, c'est parce que on les invite surtout au niveau des organismes, des rencontres issues de la diversité. Par exemple, comme je vous dis, il y avait les rencontres de la diversité hier au Musée des Beaux-Arts. Il y avait assez de médias communautaires. Quelques Mais médias. sur le plateau, je veux Non, dire sur le plateau, mais vous savez, sur le plateau, on les invitera s'il y a une télévision de médias communautaires comme MaTV. Oui. Donc, on les invitera à ce niveau parce que là, on parle de communauté culturelle et d'interculturalité. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné de ces médias communautaires? Je pense. Puisqu'on peut pas, on lève pas la barre. Je vais vous dire, je pense que le fait de les avoir d'abord, c'est pour les promouvoir parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans une sphère interculturelle. L'interculturalisme, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le Québec, c'est la majorité québécoise. Parle de la majorité québécoise qui encourage la diversité culturelle et qui leur dit, bon voilà, vous êtes ici, vous êtes encouragés comme diversité, n'oubliez pas vos origines, mais n'oubliez pas que s'il y a une majorité, c'est nous la majorité québécoise. Donc, ils transmettent ce message, ils ne leur disent pas que vous n'existez pas, ils ne disent pas aux médias communautaires qu'ils n'existent pas, mais quand il s'agit de ce qu'on appellerait des néo-québécois, voilà, à ce moment-là, on va parler communautaire, on va parler de Québécois issus des communautés, parce que même les appellations, ils ont une certaine sensibilité. Ce qu'ils gagnent, c'est des chaînes comme ça, MaTV. Ce qu'on gagne, c'est des gens donc, qui viennent d'ailleurs et qui ont des prix comme Daniela Ferrière ou comme... mais ce qu'ils gagnent surtout, à mon avis, c'est peut-être une diversité culturelle riche
caractérisé ici au Québec, dans le Québec se caractérise, et dans le Canada se caractérise. Et cette diversité, eh ben, c'est la force de l'économie. Eh ben, c'est la force de tout ce qui nous passe par la tête. Mais ben, voilà. Qu'est-ce que pourquoi vous vous lancez pas dans, c'est-à-dire l'écriture des articles comme ça, c'est-à-dire prendre la relève et prendre ce flambeau-là qui est un petit peu croche, Ben, je vais vous dire, moi j'ai commencé avec beaucoup de médias et j'ai faire une commencé. initiative, rassembler un petit peu les écrivains, puis Oui. se lancer dans l'écriture. Ben, on a commencé avec, on a rencontré jusqu'à date 34 écrivains, donc au niveau de Passerelle, et on a fait à peu près 9 centres culturels, on a parlé de beaucoup de choses, je suis assez actif donc au niveau de l'interculturalisme, je collabore beaucoup avec Diversité Artistique Montréal, donc il y a beaucoup d'initiatives à faire, mais vous savez, quand on veut faire une chose, il faut la faire de manière excellente aussi. Et puis il faut faire les choses une chose à la fois. Une chose à la fois. Donc il y a peut-être des projets qui s'en viennent. Ça se peut que peut-être il y aura un organe médiatique, donc je pense à ça, mais sans conviction. Est-ce que je peux comprendre que votre article fait, c'est-à-dire c'est une étincelle à ce que vous venez de dire là? Ça se peut, mais sans conviction. J'ai beaucoup de Corrigez-vous, projets. là on arrive. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'en profite pour saluer Espace MRE. Ça, par Oui, exemple, oui, oui. avec des gens comme Smaïl Harakat, Bouezza, c'est des Il y a gens, Melika Elemi aussi. Il y a des Malika gens, El il y a des gens, Mouna, il y a des gens du domaine. oui, oui, c'est des gens du domaine, c'est des gens de bonne foi. C'est pour ça que moi j'ai accepté de continuer, de contribuer avec eux. Et puis ils font du bon travail, donc moi je les encourage. J'espère qu'il y a des initiatives, et les initiatives vont être beaucoup plus nombreuses. Et j'espère aussi que nos intellectuels soient plus engagés que ça. Se rassemblent. Oui. Se rassemblent. Donc dans l'engagement, on a le non seulement la concertation et le rassemblement, mais qu'ils soient plus engagés. Parce que nous, on parle juste d'aller, petite table ronde, on parle, mais qu'ils s'engagent un peu dans la politique, qu'ils écrivent des articles qui réveillent les gens. Des articles n'insultent personne, mais dis ce que tu as à dire, là, tout simplement. Parce que je pense que l'engagement, ça fait partie du rôle d'un homme de l'être ou n'importe quel homme qui est intéressé par la culture. Donc s'il n'y a pas d'engagement, quoi ça sert juste de continuer d'écrire son petit roman, son petit poème là-bas. Alors, Et aussi les médias. Je dirais aussi que tout ce qui est papier, les newspapers, distribués gratuitement. Est-ce que vous trouvez ça, pour moi, ben, ça me fait un petit peu mal au cœur quand je vois un travail sur lequel tu as consacré beaucoup de temps, un fruit de tout ce que tu t'es essoré un petit peu pour le distribuer gratuitement. mais il y a les... Bon, d'abord, il faut saluer les gens qui le font, hein. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Il faut les encourager parce que c'est un beau travail. Il y a les espaces publicitaires, ils gagnent un petit peu de ça, puis ils le distribuent. Je trouve ça, c'est un élan d'âme, c'est une belle. Mais qu'est-ce qu'il faut pour couronner ce travail-là? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut. Il faut s'ouvrir aux organismes culturels qui se trouvent ici. Conseil des arts et des lettres du Québec, On va tomber dans l'élitisme. Conseil des arts et des lettres du Canada, Culture pour tous, ministère de la Culture, ministère de la Communauté, ministère des communautés culturelles. On voit peu de communautés, peu de médias médiatiques qui font des demandes à ce niveau. Et il nous est arrivé au courant du projet Les 1000 de l'histoire littéraire de parler avec tous ces ministères. On a eu des incitatifs du ministère de la Culture. Il suffit juste d'aller vers eux. C'est-à-dire qu'un média communautaire, s'il apporte un projet, par exemple, je vous donne juste un exemple, sur le fait d'inviter chaque semaine, chaque mois, des auteurs, des politiciens, je ne pense pas qu'ils ne vont pas être intéressés. On a fait l'expérience, ça a été réussi. Donc, il faut aussi s'ouvrir à ces institutions. On n'oublie pas que le Premier ministre du Canada, il a injecté des millions dans la culture. Donc, il y a de belles choses qui s'en viennent. Il faut rester, donc, Trudeau, vous savez, Radio-Canada, les coupures, ils sont revenus, les gens qui sont partis. Radio-Canada, les coupures qu'a fait Harper, Ok. Trudeau, il a réinjecté 700 millions ou quelque chose dans le genre et ils sont revenus. Alors, je pense qu'il y a des possibilités, surtout auprès des ministères des communautés culturelles. J'ai travaillé avec eux au niveau des bibliothèques. Ok. Est-ce que vous êtes pour la pluralité des organes médiatiques communautaires? Plus qu'une communauté de 120 000 personnes, est-ce qu'elle nécessite une vingtaine d'organes médiatiques? Moi, je dirais un non et un oui, hein. Ça va pas être tranchant. Mais moi, je suis pour une pluralité d'organes médiatiques de qualité.
Je vous remercie beaucoup, mais avant, je voulais finir avec quelque chose. Oui, oui, je voulais dire juste de qualité sans réduire les gens qui font des efforts, parce que moi, j'apprécie surtout les gens qui font un effort à ce niveau, mais qu'il y ait des organes médiatiques de qualité et qu'ils puissent donc donner donc, du produit rassembleur, comme maintenant ce que vous faites. Écoutez, bon, c'est bien, moi je vous encourage, et puis les gens qui continuent comme ça à ce niveau, donc dans un esprit toujours rassembleur et qui puissent donner quelque chose de qualité, qui invite des gens qui soient sensibles à toutes les sensibilités, voyez-vous, et qu'ils diversifient, ben ça c'est bien, mais qu'on le fasse bien et qu'on postule toujours pour l'excellence. Oui, merci beaucoup. Mais moi aussi, de ma part, je lance un grand salut à mes frères et collègues dans les autres médias organiques, des médias communautaires. Et je veux dire que c'est pas des critiques malsaines, mais c'est des critiques juste pour secouer un petit peu notre travail, c'est-à-dire pour reprendre ce qu'on avait comme noble, pour ce travail noble-là, et pour ne pas laisser traîner ça partout et dire que ce n'est pas un travail accompli, mais si parce qu'il y a des compétents, il y a des gens du domaine, et même s'il y a des gens qui viennent de commencer, quand même, on leur donne la chance, mais c'est juste les encadrer, puis pour donner un bon fruit. Tout à fait. Merci, Monsieur Kamel Mkiran. Merci Je beaucoup. sais très bien que vous allez avoir des coups de fil après Ben, votre article, pour ça votre ferait plaisir passage. de jaser, comme on dit ici. Restez écoutés. Vous étiez toujours à l'écoute de Quoi Maroc sur CKVL 100.1 FM. Restez branchés.